Alors, c'est une pièce en 3 actes. Chaque acte sera symbolisé par une extinction de lumière. Voilà. Je ne sais si vous vous en souvenez, mais il y a quelques mois, au début de l'année, Instadrama a été créé. De valeureux A1 se sont conciliés et grâce à leur courage, ce club est né. Malheur aux 2A, dit Brennus, jetant l'épée. Descend les nobles arts pour aller glisser. Et de sorte qu'on ne saurait retrouver si dans cette école de technique avancée, si un jour le BDA a vraiment été. Mais basta, cela est enfin terminé. Et Instadrama s'est donc mise à travailler, à réciter, jouer, apprendre et rimer. Tous les jeudis soirs à la nuit tombée, au-dessus du foise bouillant d'électricité, ou en amphithéâtre 3, plein à craquer. Et puis, vous n'en avez plus entendu parler, si ce n'est que par une soirée mal préparée. Notre réputation était entachée. Il nous fallait redorer ce blason azuré ô combien souillé. Nous allons vous présenter ce soir ce sur quoi nous avons tant et tant bûcheronné. Mais avant tout, je voudrais remercier notre dictatrice bien-aimée qui a fait de cette bande de gros tarés une troupe, sans mentir, de toute beauté. L'école et le BDE qui ont financé les beaux costumes que vous pourrez admirer. Et enfin, bien sûr, vous, peuple de l'Instabé, d'être venus de toutes les contrées, admirer, critiquer, pleurer et huer, enfin, s'apercevoir qu'on ne sait pas jouer. Mais je peux dire sans vanité que nous sommes heureux et fiers de jouer, devant vous et donc pour vous, cette pièce de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière qu'écrivit de ses mains. Mesdames et messieurs, frappez dans vos mains et accueillez les Faubourgs de Scapin. Un cœur amoureux. Dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Oui. Qu'il arrive ce matin même. Ce matin même. Qui revient dans la résolution de me marier. Oui. Avec la fille du seigneur Géronte. Du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela. Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle. De votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre. Par une lettre. Et qui te semble, et que cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Ah, parle si tu veux, et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. J'ai déjà parlé davantage, vous n'oubliez aucune circonstance et dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je suis autant embarrassé que vous et j'aurais bon besoin que l'on me conseille à moi-même. Ah, je suis assassiné par ce maudit retour. Ah, je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre entre moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Oh, la réprimande ne sont rien, et plutôt ciel que j'en fusse quitte à ce prix, mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies. Je vois déjà se former un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. C'est pas où sortir de l'embarras où je me trouve. À quoi il fallait songer avant de vous y jeter. Ah, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous? Quel désordre est cela? Je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? Nature inappris de ce qui me regarde. Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte et me veut le marier. Eh bien, qu'y a-t-il de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tient qu'à vous que je la sache bientôt, et je suis homme consolatif. Homme intéressé aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines qui pourraient me sortir de la peine où je me trouve, et je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me sont impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces galanteries ingénieuses, de ces gentils esprits, à qui le vulgaire ignorant a donné le nom de fourberie. Et je peux dire sans vanité
qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressort des intrigues, qui acquit plus de gloire en ce noble métier que moi. Mais best, le mérite est trop mal têté aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arrive. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui. Nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice. Oui, elle nous a fait mal. Et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Mais basta, ne lassez pas de me conter votre inquiétude. Eh bien, Scapin, il y a 2 mois, mon père et le seigneur Gironde s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. C'est cela? Léandre et moi, nous fûmes laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction. Je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Et comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour pour elle, et me mena voir cette fille, que je trouvais belle à la vérité, mais pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce, me louait son esprit et me parlait avec transport des charmes de son entretien. Il me querellait parfois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait dire et me querellait sans cesse de l'indifférence que je me trouve pour les feux de l'amour. Je ne vois pas où ceci veut aller. Un jour, que je l'accompagnais pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une vieille femme nous dit, tout en soupirant, que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable dans des personnes étrangères, et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Où est-ce que cela nous mène? Et là, la curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle, nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une jeune servante qui faisait des regrets, et d'une jeune fille, toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Ah ah! Une autre aurait paru effroyable en éternité, car elle n'avait pour aliment qu'une méchante petite jupe avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaines. Et sa coiffure était une cornette jaune retroussée au-dessus de sa tête, laissant tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Et cependant, faite comme cela, elle brillait de 1000 attraits. Et ce n'était qu'agrément avec le charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Ah, si tu l'avais vu, Scapin, dans l'état que je dis, tu l'aurais trouvé admirable. Oh, je n'en doute point, et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point les larmes désagréables qui défigurent un visage, non. Elle avait à pleurer une grâce touchante. Et sa douleur était la plus belle du monde. Je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun en larmes, en s'effondrant sur cette vieille mourante qu'elle appelait sa chère mère. Et il n'y avait personne qui n'eût l'âme percée que de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant, et je vois bien que ce bon naturel-là vous l'a fit aimer. Ah là, Scapin, un barbare l'aurait aimé. Assurément, le moyen de s'en empêcher. Eh ben, après quelques paroles, dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette jeune affligée, nous sortîmes de là. Et demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué de la froideur à laquelle il m'a répondu, mais je ne voulus point lui montrer l'effet que sa beauté avait fait sur mon âme. Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon humble au désespoir. Il presse, consulte, agite. Son cœur prend feu. Il se rend compte que, malgré toutes ses résolutions, il n'en reste plus qu'une. Il doit se marier. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Maintenant, avec cela, le retour imprévu du père qu'on n'attendait que dans 2 mois, la découverte que l'oncle a faite de notre mariage, et l'autre mariage que l'on va faire de lui, avec une fille qu'on dit que le seigneur Géronte a eue d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais l'indigence où se trouve cette aimable personne et la puissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? Vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. C'est bien là de quoi se tente alarmer. N'as-tu point de honte, toi, de rester court à si peu de choses? Tu vois là grand et gros comme père et mère, et tu ne saurais trouver dans ta tête
forger dans ton esprit quelques ruses galantes, quelques ingénieux petits stratagèmes pour ajuster vos affaires? Fi, peste soit du butor. Je voudrais bien que l'on m'eût donné autrefois de vieillards à duper. Je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe, et je n'étais pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par 100 tours de reste joli. Je l'avoue que je n'ai pas l'esprit comme toi de me brouiller avec la justice. Ah, voici mon aimable Hyacinthe. Ah, Octave, est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Mérine? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, ma belle Hyacinthe. Et ces nouvelles m'ont donné une attente cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez. Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez. Mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Ah, peut-on vous aimer qu'on nous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les hommes me font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, mon aimable Hyacinthe, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes, et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites, et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères, mais je crains un pouvoir qui combattra en votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne, et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Oh non, ma belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je quitterai mon pays le jour même si j'ai besoin, plutôt que de quitter vous. J'ai pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on a destinée, et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez donc point, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent, et je ne puis les voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs, et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable, Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. je le serai assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est point en sotte, ma foi. Et je la trouve assez passable. Voici Scapin. Voici un homme, s'il voulait nous être dans tous nos besoins d'un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de ne plus me mêler du monde. Mais si vous me priez tous deux bien fort, peut-être. Ah, Scapin, s'il ne tient qu'à te prier bien fort, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous, ne me dites-vous rien? Je vous conjure à son exemple par tout ce qui vous est le plus cher au monde de vouloir servir notre amour. Faut se laisser vaincre et voir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Vous, allez-vous-en et soyez-en repos. Quant à vous, préparez-vous à soutenir fermement l'abord de votre père. Je t'avoue que cette avance me fait trembler par avance. J'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Il faut pourtant paraître ferme au premier choc, de peur que sur votre faiblesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchons de vous composer un peu par étude, un peu de hardiesse, et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il pourra vous dire. Je ferai de mon mieux. Bon, essayons là un peu. Répétons un peu votre rôle, et voyons si vous ferez bien. La tête haute, le regard assuré, la mine résolue. Comme ça? Encore un peu. Davantage. Ah si. Bon. Imaginez que je suis votre père qui arrive, et répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Comment? Pendant? Pour rien? Infâme? Fils d'un digne père comme moi? Oses-tu paraître devant mes yeux après des bons déportements? Après le lâche-tour que tu m'as joué pendant mon absence? Est-ce ça le fruit de mes soins, Maro? Est-ce ça le fruit de mes soins? Allons donc. Tu as l'insolence, Ripon, de t'engager sur le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin. Réponds-moi, coquin. Réponds-moi. Voyons un peu tes belles raisons. Oh, que diable. Vous demeurez interdit. C'est que j'imagine c'est mon père que j'entends. C'est pour cela qu'il ne faut pas être comme un innocent. Bon, je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Assurément? Assurément. Voilà votre père qui vient. Oh, ciel! Oh, je suis perdu! Oh. Voilà Octave. Demeurez Octave. Le voilà enfui. Quelle pauvre espèce d'homme.
Va-t-on jamais, oui, parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà appris l'affaire. Elle lui tient si fort en tête que tout seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Celui-là se pourra faire. Prétendront-ils m'amuser par des comptes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne m'en donneront point à garder. Nous jurons de rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. T'es bien étonné si tu m'oublies. Ah ah! Vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour Scapin. Vous essuyez ardemment d'une belle manière, mais mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous vous portez bien à ce que je vois. Ah c'est bien. Tu ne dis mot, coquin? Tu ne dis mot? Votre voyage a-t-il été bon? Oh mon Dieu, fort bon, laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Bah, pourquoi? Quoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé en mon absence? J'ai bien ouï parler de quelques petites choses. Comment quelques petites choses? Une action de cette nature? Vous avez quelque raison. Une hardiesse pareille à celle-là? Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père? Il y a quelque chose à dire à cela. Mais je serais d'avis que vous ne fussiez point de bruit. Je ne suis pas de cet avis, moi. Et je vais faire du bruit tout mon sou. Quoi? Tu ne crois pas que tous les sujets du monde mettent en colère? Si fait. J'y ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Et je me suis employé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je l'ai faite, et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devrait baiser les pas. On ne peut mieux lui parler quand ce serait vous-même. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison et j'ai considéré que dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que me viens-tu compter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Que voulez-vous? Il a été poussé par sa destinée. Voilà une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables, tromper, voler, assassiner, et dire pour excuse qu'on a été poussé par sa destinée. Mon Dieu, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas, dans votre temps, fait des frodaines comme les autres. J'ai ouï dire, moi, que vous avez été autrefois un compagnon parmi les femmes, que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là, et que vous n'en approchiez point que vous ne poussiez à bout. C'est vrai, j'en demeure d'accord. Mais j'en suis toujours tenu à la galanterie, et je n'ai pas été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que voulez-vous qu'il fît? Il voit une jeune femme qui lui veut du bien, car il tient de vous d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante, il lui rend des visites, il lui compte des douceurs, soupire galamment, fait le passionné. Elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune. Le voilà surpris par ses parents qui, la force à la main, le contraignent de l'épouser. La ville forme que voilà. Et si vous voulez qu'il se fût laissé tuer, il vaut mieux être marié qu'être mort. On m'a pas dit que l'histoire soit ainsi passée. Demandez-lui, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Voudrais-je vous mentir? Il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage. Oui, Vous ne le romprez point. je ne le romprai point. Non.
Et quoi? Tu n'aurais pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils? C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils. Votre fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il était capable de crainte et qu'il dise que c'est par force qu'on lui fait faire les choses? Il n'a garde d'aller avouer cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut, pour son honneur et pour le vôtre, qu'il dise que c'est de bon gré qu'il l'a épousé. Et je veux moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire. Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Il ne le fera pas, vous dis-je. Il le fera. Ou je déshériterai. Vous? Moi. Bon, Comment bon? vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point. Non, Non. non. Voilà qui est plaisant. Je ne déshériterai point mon fils. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon, naturellement. Je ne suis point bon et je suis méchant quand je veux. Ah, finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Va-t'en, Bondard, va-t'en me chercher mon fripon. Tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je puis vous être utile en Oui. quelque façon, vous n'avez qu'à me commander. Et je vous remercie. Ah, pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Et que n'ai-je à cette heure la fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière? J'avoue que tu es un grand homme, et voilà l'affaire au bon train. Mais l'argent de notre part nous presse pour notre subsistance, et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire. La machine est déjà toute trouvée. Je cherche seulement dans ma tête une personne qui nous soit affidée pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends. Tiens-toi un peu pour voir. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Comme toi sur un pied. Fais les yeux furibonds. Mets la main au côté. Marche un peu en roi de théâtre. Voilà qui est bien. Suis-moi. J'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure, du moins, ne m'allez pas me brouiller avec la justice. Va, va. Nous partagerons les périls en frères. Et 3 ans de galère de plus ou de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Oui, sans doute. Par le temps qu'il fait, nous aurons ici nos hommes aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il a vu mon homme qui était prêt de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille se trouvera mal disposée à ce que nous nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds de renverser tout cet obstacle et j'y vais travailler de ce pas. Oh ma foi, Seigneur Argante! Voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à laquelle il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, Oui. que si vous aviez, en brave père, bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte donc que vous avez bien mieux m'originer le vôtre. Oh, sans doute. Et je serais bien fâché qu'il m'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils que vous avez en brave père si bien origéné avait fait pire encore que le mien, Comment Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être aussi prompt à condamner la conduite des autres. Et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Oh, je n'entends point de cette énigme. On vous l'expliquera. Auriez-vous ouï dire quelque chose de mon fils? Cela se peut faire. Et quoi encore?
Votre scapin, dans mon dépit, ne m'a dit la chose qu'en gros. Mais vous pourrez de lui ou de quelque autre être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter un avocat et aviser les brefs que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Qu'est-ce donc que cette affaire-ci? Pire encore que le sien. Pour moi, je vois pas ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père, c'est une chose qui dépasse tout ce que l'on peut s'imaginer. Ah, vous voilà. Ah, mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour. Doucement, parlons un peu affaires. Souffrez que je vous en parle. Doucement, vous dis-je. Quoi? Vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui. Nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous droit que je vous vois en face. Regardez-moi entre deux yeux. Comment? Qu'est-ce donc qu'il s'est passé ici? Ce qui s'est passé. Oui. Qu'avez-vous fait dans mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais c'est moi qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non, Vous en êtes bien résolu. c'est que je suis plutôt sûr de mon innocence. Scapin! Pourtant, on m'a dit de vos nouvelles. Ce mot te fait rougir. Il vous a dit quelque chose de moi? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire. Nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on se rende au logis. Ah, traître! S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils. Et tu peux bien pour jamais te résoudre à fuir de ma présence. Me trahir de cette manière! Un coquin qui doit par sans raison être le premier à cacher les choses que je lui confie et le premier à les aller découvrir à mon père. Je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Ah, Scapin, que ne dois-je point de tes soins, que tu es un homme admirable et que le ciel m'est favorable de t'envoyer mon secours. Ah ah! Vous voilà! Je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin! Monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Ah, je vous apprendrai! Eh, monsieur! Ah, Léandre! Non, ne me retenez point, je vous prie. Monsieur, laissez-moi contenter mon ressentiment! De grâce! Oh! Monsieur, que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait, traître! Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Eh oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre. Que tu ne pensais pas, peut-être, que l'on me dût révéler ce secret. Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, ou je vais te passer cette épée au travers le corps. Oh monsieur, auriez-vous bien ce cœur-là? Parle donc. Je vous ai fait quelque chose, monsieur? Oui, coquin. Et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est. Je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores! Alejandro! Toulou! Monsieur, puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu avec mes amis le petit cartou de l'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours. Et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de haute tour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, bandard, qui m'a bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante, croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour. Oui, je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela. Mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. C'est pas cela. Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus encore. Et je veux que tu me la dises. Monsieur, je me souviens pas d'avoir fait autre chose. Tu ne veux pas parler? Ah, Alejandro, de grâce! Oh! Monsieur, il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyâtes porter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous Oui. êtes. Je revins au logis, mes habits tout couverts de boue, C'est vrai. et le visage plein de sang, et vous dit que j'avais rencontré des voleurs qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu.
C'est toi qui as retenu ma montre. Oui, afin de voir quelle heure il est. J'apprends ici de jolies choses. J'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore cela que je te demande. C'est pas cela, monsieur? Non, c'est autre chose encore que je veux que tu me confesses. Reste par le Vigiat. Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait. Voilà tout. Allez, dans le grâce, c'est tout. Monsieur, vous vous souvenez-vous de ce loup-garou il y a 6 mois? Qui vous donnait un temps de coups de bâton la nuit? Et vous pensez à faire rompre le cou dans une cave où vous tombâmes en fuyant? Eh bien, C'était moi, monsieur, qui faisait le loup-garou. c'était toi, traître, qui faisais les loups-garous. Seulement pour vous faire peur, et vous avez l'envie de nous faire courir toutes les nuits, comme vous aviez de coutume. Je saurais me souvenir, en temps et lieu, de tout ce que je viens d'apprendre ici. Mais je veux venir au fait, et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, Fripon, à mon père. Je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Non. Assurément. Assurément, c'est une chose que je vais vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche pourtant que je le tiens. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos égyptiens sont sur le point de vous enlever Zalpinette. Et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de venir promptement vous dire que si dans 2 heures, vous ne songez pas à leur porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures! Oh non! Mon pauvre Scapin! J'implore tout secours. Mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin. Ah, c'est toi qu'on a besoin de moi. Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et même pire encore si tu me l'as fait. Non, ne me pardonnez rien. Passez-moi votre épée au travers du corps. Je serai ravi que vous me tuiez. Je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Non, tuez-moi, vous dis-je. Tu m'es trop précieux. Et je te prie de vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toutes choses. Non, tuez-moi. Ah, de grâce, ne songe plus à tout cela. Et pense à me prêter le secours que je te demande. Le moyen? Après une avenue de la sorte? Je te conjure d'oublier mon emportement. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Dois-tu m'abandonner, Scapin? Dans la cruelle extrémité où se trouve mon amour? Je joins mes prières au ciel. De venir faire un improviste, un infond comme celui-là? J'ai tort, je le confesse. Me traiter de coquin, de poindard, de fripon, d'infâme? J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir passer son épée au travers du corps. S'il ne tient, je t'en demande pardon de tout mon cœur, Scapin. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois. Pour te demander, encore une fois, de ne point t'abandonner. Scapin, il faut se rendre à cela. Levez-vous. Notre foi ne se fait point si prompte. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que le temps presse. Ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Et vous? 200 pistoles. Je veux tirer cet argent de vos pères. Pour ce qui est du vôtre, la machine est déjà toute trouvée. Quant au vôtre, bien un cavard au dernier degré, il faudra encore moins de façon. Car vous savez que pour l'esprit, il n'y en a pas, grâce à Dieu, grande provision. Et je le tiens pour une espèce d'homme à qui l'on fera croire tout ce que l'on voudra. Cela ne vous offense point. Il ne tombe entre vous et lui aucun soupçon de ressemblance. Et vous savez assez l'opinion de tout le monde qui dit qu'il est votre père pour la forme. Tout beau, Scapin, hein, tout beau. Hein. Pour faire bien scrupule de cela, vous moquez-vous. Ah! Mais j'aperçois venir le père Octave. Commençons par lui, puisqu'il se présente. Rentrez donc chez vous, et vous, avertissez votre Sylvestre de bien jouer son rôle. À voir. Si peu de conduite et de considération. C'est les jeter dans un engagement comme celui-là. Très impertinente. Monsieur, votre serviteur, Bonjour, Scapin. vous rêvez à l'affaire de votre fils?
Je t'avoue que ça me donne un feu et chagrin. Monsieur, la vie est mêlée de traverses. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé, et j'ai ouï dire il y a longtemps la parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Quoi? Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son regard sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils étropié, sa fille subornée, et ce qui n'y est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon de ma petite philosophie. Et je ne suis jamais rentré au logis que je me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux bastonnades, aux injures, aux coups de pied au cul, aux étrivières. Et celui qui a manqué à l'arrivée, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui est beau. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Et je viens d'aller consulter des avocats pour le faire casser. Monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ces pays ici. Et vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Ma foi, tu as raison, je le vois bien. Mais quelle autre voie? Ah, je pense que j'en ai trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude. Car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants que cela n'émeuve. Et de tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière. Je te suis obligé. J'ai donc été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. Bon, c'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coups d'épée, qui ne parlent que d'échiner et qui ne font non plus de manière de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai mis sur ce mariage, lui ai fait voir quelle facilité offrait la raison de la violence, vos prérogatives, lion de père, et l'appui que vous donnerez auprès de la justice, et votre argent, et votre droit, et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de tous côtés qu'il a daigné prêter l'oreille à la proposition que je lui ai faite d'ajuster l'affaire pour quelques sommes. Et il donnera son consentement à rompre le mariage pourvu que vous lui donniez de l'argent. Ah. Et qu'a-t-il demandé? Oh, d'abord, des choses par-dessus les maisons. Et encore. Des choses extravagantes. Mais encore. Il ne parlait pas moins que de 5 ou 600 pistoles. 5 ou 600 fièvres cartels qui le puissent serrer. Se moque-t-il déjà? C'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions. Et je lui ai bien fait l'entendre qu'on n'était pas une dupe pour vous demander des 5 ou 600 pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voici où s'est réduit le résultat de notre conférence. Le voilà l'obtenu, m'a-t-il dit. Et j'ai de partir pour l'armée. Je suis prêt à m'équiper, et le besoin que j'ai des Caucasiens me fait consentir malgré moi à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service, et je saurais en avoir un qui sont tant soit peu raisonnable à moins de 60 pistoles. Eh bien, 60 pistoles, je les donne. Il faudra le harnais et les pistolets, et cela ira bien à 20 pistoles encore. 20 pistoles et 60. Ce serait 80. Justement. C'est beaucoup. Mais soit, je consens à cela. Il faudra encore, a-t-il dit, un cheval pour monter mon valet, qui coûtera bien 30 pistoles. Comment diante, qui se promène, il n'aura rien du tout. Monsieur, Non, c'est un impertinent. monsieur, voulez-vous que son valet aille à pied? Qu'il aille comme il lui plaira et le maître aussi. De grâce, monsieur, ne vous arrêtez point un peu de choses. N'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Bien. Soit. Je me résous à donner encore 30 pistoles. Il faudra encore, a-t-il dit, un mulet pour... Oh, qu'il aille au diable avec son mulet, c'en est trop, et nous irons devant les juges. De grâce, monsieur! Non, je n'en ferai rien. Monsieur, un petit mulet! Je ne lui donnerai pas seulement un âne. Considérez! J'aime mieux plaider. Monsieur, de quoi parlez-vous? Et à quoi vous résolvez-vous? Jetez les yeux sur les détours de la justice. Vous voyez combien d'appels et de degrés de juridiction? Combien de procédures embarrassantes? Combien d'animaux ravissants? Par les griffes desquels il vous faudra passer? Sergent, procureur, greffier, avocat, substitut, juge, rapporteur et leur clerc? Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits, sur quoi vous serez condamné sans que vous sachiez.
Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra à bon denier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause, ou dira des raisons qui ne feront que battre la campagne, mais n'iront point au fait. Le greffier prononcera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira des pièces, ou le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu. Et quand, par les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré à tout cela, vous serez ébahi que vos juges auront été sollicités contre vous, ou par des gens dévots, ou par des femmes qui aimeront. Monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous cet enfer-là. C'est d'être damné de ce monde que d'avoir à plaider. À se penser d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. À combien est-ce qu'il fait monter le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son valet, pour le harnais et les pistolets, et pour régler quelques petites choses qu'il donne à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. 200 pistoles! Oui. Allons, nous plaiderons. Faites réflexion. Je plaiderai. Ne vous allez point jeter. Je veux plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour le contrôle, il vous en faudra pour l'exploit. Il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation. Conseil de production, journée du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et les plaidoiries des avocats. Pour le droit de retirer le sac et pour les grosses écritures. Il vous en faudra pour le rapport des substituts, pour les épices de conclusion, pour l'enregistrement du greffier. Sentence, arrêt, contrôle, signature et expédition de leur clerc. Sans parler de tous les présents qu'il vous fera faire. Donnez cet argent-là à cet homme-ci, vous voilà hors d'affaire. Comment? 200 pistoles? Oui, vous y gagnerez. J'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de la justice et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, vous en aurez pour le moins de reste 150. Sans compter les soins, les pas et les chagrins que vous épargnerez. Quand il n'y aurait qu'à écouter ce que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats, j'aimerais mieux donner 300 pistoles que de plaider. Je me moque de cela, et je défie les avocats de rien dire de moi. Vous ferez ce qui vous plaira, mais si j'étais que de vous, je fuirais les procès. Je ne donnerai point 200 pistoles. Voici l'homme dont il s'agit. Scapin, faites-moi connaître un peu cette argante qui est père d'Octave. Pourquoi? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès, faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous demandez. Il dit que c'est trop. Par mort, par la tête, par la vendre, si je le trouve, je le veux échiner. Tu sais, j'ai trop roué tout vif. Monsieur, ce père d'Octave a du cœur, et peut-être ne vous craindra-t-il point? Lui, par la mort, par la ventre, si je le trouve, je lui donnerai tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. N'est-ce pas quelqu'un de ses amis? Non, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Ouais. Ah, pardon, je me suis ravi. Vous êtes un ami, monsieur? De ce paquin d'argante? Oui, je vous en réponds. Monsieur? Oh! Touchez là! Touchez! Je vous donne ma parole, je vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte et par tous les serments que je saurais faire, qu'à la fin du jour, je déferai de ce marron fiffé de ce paquet d'argante. Reposez-vous sur moi. Monsieur, les violences en ce pays ne sont guère souffertes. Je me moque de tout, je n'ai rien à perdre. Mais... Il se tiendra sur ses gardes, assurément. Et il a des parents, des amis. Faut-il se faire un secours contre votre ressentiment? C'est ce que je demande, Morbleu, c'est ce que je demande. Que ne le trouvais-je à cette heure avec tout son secours? Que ne paraît-il à mes yeux au milieu de 30 personnes? Que les vois-je fondre sur moi les armes à la main? Comment, Marot, vous avez l'ardiesse de vous attaquer à moi? Allons, Morbleu, tue, point de quartier. À cette botte-là, à celle-ci, à cette autre. Tournons, ferme, poussons. Bon pied, bon oeil. À coquin, canaille, vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter tout votre sou. Oh, soutenez, Marot, soutenez.
Comment vous reculez là? Pied ferme! Pied ferme! Monsieur, nous n'en sommes pas. Ouais. Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer de moi. Vous voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles? Oh, sus, je vous souhaite la bonne fortune. Scapin, Plaît-il? je me résous à donner les 200 pistoles. Oh, j'en suis ravi, pour l'amour de vous. Allons le trouver, je les ai sur moi. Vous n'avez qu'à me les donner. Et il ne faut pas pour votre honneur que vous paraissiez là, après avoir passé ici, pour autre que ce que vous êtes. Et je craindrais, quand vous fûtes en connaître, il n'y a rien à viser de vous demander davantage. Oui, mais j'aurais été bien aise de savoir comment je donne mon argent. Est-ce que vous vous défiez de moi? Non pas, mais... Je suis un fourbe? Ou bien je suis un honnête homme? C'est l'un des deux. Est-ce que je voudrais vous tromper? Et est-ce que, en tout ceci, j'ai d'autre intérêt que le vôtre et celui de mon maître à qui vous voulez vous allier? Si je vous suis suspect, oh, je ne me plus de rien. Et venez qu'à chercher dès 7 heures qui accommodera vos affaires. Tiens donc, Non, ne vous fiez point à moi. Je serais bien aise que vous serviez quelqu'un autre. mon Dieu, tiens, Non, que sait-on si je ne veux point vous attraper votre argent? tiens, te dis-je, et ne me fais point contester davantage. Mais songe à bien prendre tes sûretés avec lui. Laissez-moi faire. Il n'a pas affaire à un sot. Je vais t'attendre chez moi. Je vous en irai rejoindre. Et je n'ai plus qu'à chercher l'autre. Ah, ma foi, le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets. Oh ciel! Oh disgrâce imprévue! Oh misérable père! Pauvre Jérôme! Que feras-tu? Que dit-il là de moi? Avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Mais qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui conter mon infortune? Mais qu'est-ce que c'est donc? En vain, je cours de tous côtés sans le pouvoir trouver. Mais me voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner. Oh là! Mais tu es aveugle que tu ne me vois pas? Ah monsieur, il n'y a pas moyen de vous trouver. Il y a une heure que je suis devant toi! Qu'est-ce que donc il y a? Monsieur, Quoi? monsieur, votre fils Eh bien, mon fils! est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste. De je ne sais quoi que vous l'avez dit. Où vous m'avez assez mal mêlé à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous sommes allés promener sur le port. Là, entre plusieurs choses, nos yeux se sont arrêtés sur une galère turque. Assez bien équipée, un jeune turc de bonne mine nous a présenté la main et nous a invités d'y entrer. Nous y avons passé, il nous a donné la collation, nous avons mangé les fruits les plus excellents qui se puissent voir, et bu le vin nous a trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant tout cela? Attendez. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif, et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas par moi 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Oh! Comment? Oh Dieu! 500 écus! Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Oh le traître! Oh! Le pandard! M'assassiner de la façon! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin! Va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui! La justice en pleine mer. Vous moquez-vous des gens? Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ne devinez pas ce malheur. Il faut, Scapin! Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle! Quoi? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me rende mon fils! Et que tu prennes sa place, le temps que j'amasse la somme qu'il demande. Monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette galère? Ne devinez pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures.
Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus. Oui. Ah, mais n'a-t-il pas de conscience? Vraiment, oui, de la conscience à un turc. Sait-il vraiment ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Et croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le bas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Et que diable allait-il faire dans cette galère? Cela est vrai, mais faites promptement. Oh, Scapin. Tiens. Voici la clé de mon armoire. Oui, tu l'ouvriras. Fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche. Oui, qui est celle de mon grenier. Oui. Tu iras prendre toutes les hardes qu'il y a dans cette vieille malle et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Et monsieur, rêvez-vous? Je n'aurai pas 100 francs à ce que vous dites. Et vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, laissez-la cette galère. Et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie et qu'à l'heure où je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'aurai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si tu manques à être racheté, il en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin. Je m'en vais quérir. De grâce, monsieur, dépêchez. Je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? 500 écus. Ah, mais que diable allait-il faire dans cette galère? Cela est vrai, mais faites promptement. Ah, n'y avait-il point d'autre promenade? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Maudite galère. Cette galère lui tient au cœur. Oh tiens, Scapin, je ne me souvenais pas du tout que j'avais justement cette somme en or sur moi. Je ne pensais pas qu'elle me dût être sitôt ravie. Tiens, va racheter mon fils. Mais bien sûr que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Fort bien. Un pandard, un homme sans foi. Oui. Qui me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Laissez-moi faire. Que je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. Oui. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Fort bien. Va vite racheter mon fils. Alors, monsieur, Quoi? où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Non, vraiment. Vous l'avez remis dans votre poche. Non. Si. Ah! C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Ah, je le vois bien. Maudite galère! C'est trop de choc à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me le paye en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Et à Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu pu faire quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Voilà 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Ah, que tu me donnes de joie, mon cher Scapin. Pour vous, je n'ai rien pu faire. Faut donc que j'aille mourir. Et je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est ôté. Oh, que diable, vous allez vite. Que veux-tu que je devienne? Allez, j'ai votre affaire ici. Ah, tu me redonnes la vie! Mais à condition que vous me promettiez une petite vengeance sur votre père pour le tour qu'il m'a fait. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin. Oui. Voilà 500 écus. Allons-en promptement acheter celle que j'adore.
Vos amants ont arrêté que vous fussiez ensemble, et nous acquittons de l'ordre que vous avez donné. Un tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagnie de la Sarthe, et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui se trouve entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition. Et ne suis point personne à reculer dès lors qu'on attaque l'amitié. Et lorsque c'est l'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est autre chose. On y court un peu plus de risques, et je n'y suis pas chargé. Je crois que vous l'êtes contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Je n'y suis encore que de la bonne sorte. Mais ce n'est pas encore assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée, et sans cesse je ris. Mais tout en riant, je suis sérieux sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffit de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à sa passion de la manière dont il souhaite, il me faut un don de sa foi, qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. Celle-là aussi comme il l'entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien et tout honneur, et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié, et nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Du moins avez-vous cet avantage, que vous savez de qui vous êtes né, et que l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître peut tout ajuster, faire votre bonheur, et faire donner un consentement au mariage qui a été fait. Mais aussi, avez-vous cet avantage, que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez? Le changement de cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. Et l'on se peut naturellement trouver assez de mérite pour conserver sa conquête. Ce qu'il y a de plus terrible dans ces sortes d'histoires, c'est la puissance paternelle, auprès de laquelle tout le mérite ne sert de rien. Hélas, pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées? Ah, la douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne trouve point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez. La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni ne devient ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses augmentent les plaisirs et réveillent les ardeurs. Mon Dieu, Scapin, fais-nous ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant, du stratagème dont tu t'es avisé par ta dupe. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte, que je le paye assez bien par la joie qu'on m'y va prendre. Voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pas de diable, tu t'as tiré de méchantes affaires. Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Tu quitterais ce dessin que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirai. À quoi diable te vas-tu amuser? De quoi diable te mets-tu en peine? Parce que je vois que sans nécessité, tu courisses de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh bien, ça dépend de mon dos et non du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais fait peur. Et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Je vous en irai rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément, on m'ait mis en état de trahir moi-même et de découvrir des secrets qui étaient bons qu'on ne sut pas. Ah, Scapin! Comment va l'affaire de mon fils? Monsieur, votre fils est en lieu de sûreté. Mais vous courez, vous, maintenant le risque le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Pourquoi? À l'heure où je parle, des gens vous cherchent pour vous tuer. Moi? Oui. Le frère de cette personne qu'Octave a épousé. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse au plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai même vu de ça et de là des soldats de sa compagnie qui occupent par peloton toutes les avenues de votre maison. Ah. De sorte que vous ne sauriez rentrer chez vous, que vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni à gauche, que vous ne tombiez entre leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Je ne sais pas, monsieur, voici étrange affaire. Et je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête. Ah, attendez. Non, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien un, mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Mais Scapin! Montre-toi serviteur zélé! Ne m'abandonne pas, je te prie! Je veux bien. J'ai une tendresse toute particulière pour vous, qui souffrirait que je vous laisse sans secours. Tu seras récompensé, je te l'assure. Tu auras
Cet habit-ci, quand je l'aurai un peu usé. Attendez, voici une affaire dont je me suis trouvé fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous preniez ce sac. Non, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Allez, il faut, dis-je, que vous mettiez dans ce sac, bien jusqu'au fond, et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose, et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis, jusque dans votre logis, où quand nous serons, nous pourrons nous barricader et envoyer Kyr main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure, vous allez voir. Tu perds l'imposture. Quoi ? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Allez-y, mettez-vous bien jusqu'au fond. Ok. Et gardez-vous de remuer et de ne point branler quelque chose qui puisse arriver. Laissez-moi, je suis un homme de tenir. Attention, voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ces gérants? Et quelqu'un par charité ne mentionnera pas où il est? Ne branlez pas. Carélis, je le trouverai. Se cache-t-il au centre de la terre? Ne vous montrez pas. Oh, l'homme au sac. Oui? Je te vais enlever et m'enseigne plus d'être gérante. Vous cherchez le seigneur Géronte. Oui, mardi, je le cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui? Je veux, Carélis, le faire mourir sous les coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne donnent point des gens comme lui. Qui? Ce maraud, le Géronte, ce bélître. Le seigneur Géronte n'est ni fa, ni maraud, ni bélître. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ce Géronte? Oui, j'en suis. Ah, tu es de ses amis. À la bonne heure. Voilà ce que je te vaille pour lui. Tiens, porte-lui ça de ma part, à Duisias. Monsieur! Je n'en puis plus. Monsieur, je suis tout moulu. Et les épaules me font un mal épouvantable. Mais comment? Mais c'est sur les miennes qu'il a frappé. Une énigme, monsieur. C'est sur mon dos. Mais j'ai bien senti les coups. Je les sens encore. Non, non, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Mais tu devais donc te retirer un peu plus loin. Attention! En voici un autre qui a la mine d'un étranger. Moi courir comme une vache, et moi ne coupe pas trouver de tout le jour, petit diable de Géronte. Ne vous montrez pas. Dites-moi un peu fou, monsieur l'homme, s'il vous plaît. Vous savez point où est ce Géronte que moi cherchais? Non, je ne sais pas où est Géronte. Dites-le-moi vous franchement, moi n'y vois pas grand-chose. Laisse seulement pour lui donner sur la tête une regale de coups de bastonnet, de 3 ou 4 coups d'épée au travers de son poitrine. Oh, monsieur. Il me semble que j'y vois remuer quelque chose dans ce petit sac. Parlez-moi, monsieur. Il y a sûrement quelque histoire là-dedans. Pas du tout, monsieur. Moi, l'avoir envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Oh, monsieur, gardez-vous-en bien. Montre-moi, fou, ce qu'est-ce-là. Ah, monsieur, non. Montre-moi, fou, te dis-je. Je n'en ferai rien. Ah, toi ne fais rien? Non. Ah, toi faire le drôle. Ah, voilà pour apprendre à toi à parler insolentement. Peste soit du baragouineux. Oh, je suis roué. Je suis mort. Pourquoi diable faut-il qu'il frappe sur mon dos? Monsieur, prenez garde
Voici une demi-douzaine de soldats tous ensemble. Allons! Tâchons à trouver ce géant! Cherchons partout! Réparions pas nos pas! Plantons de tous les côtés! Par où irons-nous? Non, par ici! Nelly! Si fait! Ne vous montrez pas! Un camarade! Voici son valet! Allô, coquin! Il faut que tu nous enseignes où est ton maître! Voilà, ne me maltraitez point! Allons! Parlez vite! Tôt! Expayons! Oh, monsieur! Doucement! Si tu ne fais pas trouver ton maître, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bateau! J'aime mieux s'ouvrir toute chose que vous découvrir mon maître. Tu en veux être battu? Je ne trahirai pas mon maître! Ha! Tu en veux tâter? C'est ainsi que tu m'assassines! Prends un peu l'air. Tu me le paieras, je te jure! La plaisante histoire. Et la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à cela! Vous n'avez qu'à faire d'en rire. Comment? Que voulez-vous dire, monsieur? Que vous ne devez pas y vous dire ici, vous moquez de moi. De vous? Oui. Mais voyons, qui sont-je à se moquer de vous, monsieur? Pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Mais ça ne vous regarde pas. Je riais toute seule d'un conte qu'on vient de me faire, le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais si c'est parce que je suis intéressé dans l'affaire, mais je n'ai jamais rien trouvé de plus drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils? À son père. Pour en attraper de l'argent. Oui. Pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposé à vous dire l'affaire. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des comptes que je sais. Oh, je vous prie de la dire. Je le veux bien. C'est une histoire qui n'est pas pour être longtemps secrète et je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens. Et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès lors, il s'attache à mes pas. Et le voilà, comme tous les jeunes gens, qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au premier mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une certaine fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et trouva disposé à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant est dans la situation où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et son père, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aidez-moi un peu. Ne pourriez-vous me nommer quelqu'un dans cette ville qui soit connu pour être avare au dernier degré? Non. Il y a à son nom du rond. Oronte. Non, non. Géronte. Voilà mon vilain. C'est ce ladre-là que je dis. Pour en revenir à notre compte, nos gens allaient quitter la ville aujourd'hui, et mon amant m'allait perdre si, pour en tirer de son père, il m'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. Oh, le coq. C'est un homme admirable, et il mérite toutes les louanges qu'on peut faire. Voilà le stratagème dont il s'est avisé pour attraper sa dupe. Je ne saurais m'en souvenir que je ne ris de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien d'avare. Il lui a dit qu'il était allé se promener au port avec son fils, où ils avaient vu une galère turque. Qu'un jeune turc les y avait invités d'entrer. Qu'on lui avait donné la collation. Et que tandis qu'il mangeait, on avait fait mettre la galère en mer. Et que le turc l'avait renvoyé lui seul à terre dans un esquif, avec pour ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger s'il ne lui envoyait tout à l'heure 500 écus.
Voilà mon ladre, mon vilain, dans de furieuses angoisses. Et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Et la douleur qu'il éprouve lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet de s'aller offrir à la place de son fils le temps qu'il amasse l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne enfin pour faire 500 écus, 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Son valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propos, et chaque réflexion est douloureusement ponctuée d'un « Mais que diable allait-il faire dans cette galère? La maudite galère, un traître de Turc !» Enfin, après plusieurs détours, après avoir longtemps gémi et soupiré, mais il me semble que vous ne riez point de mon compte. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandare, un insolent, qui sera, par son père, puni pour le tour qu'il lui a fait. Que l'égyptienne est une impertinente, une mal avisée, de dire des injures à un homme d'honneur, qui saurait lui apprendre à venir ici, débaucher les enfants de famille. Et que le valet, c'est un scélérat qui sera par Géronte, puni avant qu'il le soit demain. Où est-ce donc que vous échappez? Savez-vous là que vous venez de parler au père de votre amant? Je viens de m'en douter. Et c'est sans y penser que je me suis adressé à lui pour lui conter son histoire. Comment son histoire? Ben oui, j'étais toute remplie du conte et je brûlais de le redire. Mais qu'importe, tant pis pour lui. Je ne vois pas que pour nous les affaires en puissent être ni pi ni mu. J'ai grande envie de m'habiller et savoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. Ne l'aurait-il pas pris quelqu'un d'autre? Voilà, Sylvestre! Retirez-vous, voilà mon maître. Vous êtes donc accordé, coquin. Vous êtes accordé, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber. Et vous croyez que je l'endure? Enfin, monsieur, c'est Scapin vous fourbe, je n'y trempe pas et je m'en lave les mains. Nous verrons cette affaire, Pandare, nous verrons cette affaire. Et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Oh Seigneur Arcante, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement terrible. Le pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même Pandare de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a également traité d'une manière dont j'ai honte à dire. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Et je veux faire de lui une vengeance exemplaire. J'espère que dans tout ceci, je n'ai pas ma part. Mais ce n'est pas tout, Seigneur Arcante. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui d'avoir ma fille, dont je fais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente? Et ne vous être pas donné la joie de l'avoir avec vous? Oh, j'ai eu mes raisons à cela. Et des intérêts de famille m'ont obligé à tenir fort secret jusqu'ici ce second mariage. Ah! Mais que voilà, nourrice! Ah! Seigneur Pandulf! Oh, ne m'appelle plus par ce nom. Les raisons ont cessé qui m'ont obligé à le prendre parmi vous à Tarente. Là, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous faire venir ici. Où est ma fille? Et sa mère? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Mais afin de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement, ou de faute de vous trouver, je me suis trouvé avec elle. Ma fille? Mariée? Oui, Et avec qui? avec ce jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Au ciel. Quelle rencontre! Mène-nous promptement, René. Il faut rentrer dans ce logis. Passe devant, suivez-moi, Seigneur Arcante. Ah, voici une aventure tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens?
j'ai deux avis à te donner. L'un que notre affaire est raccommodée. Notre Hyacinthe se trouve être la fille du seigneur Géronte. Et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. L'autre, c'est que les deux seigneurs font sur toi des menaces épouvantables. Surtout le seigneur Géronte. Ça va, mais rien. Les menaces ne m'ont jamais fait peur, et ce sont des nuées qui passent bien au-dessus de nos têtes. Oui. Prends garde à toi, et les fils pourraient bien se raccommoder avec les pères, et toi demeurer dans la nasse. Nous trouvons moyen d'accommoder les choses. Retire-toi, retire-toi. Les voilà qui arrivent. Ah, ma fille, allons chez moi. Ma joie aurait été parfaite si j'avais pu voir votre mère avec vous. Voici Octave, tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Non, mon père. Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous et on vous a dit mon engagement. Oui, mais je veux te dire que la fille du seigneur Géronte... La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. Oui, mais tu ne sais pas que... Je sais tout ce qu'il faut savoir. Elle? Non, oh, mais non, monsieur. Je vous prie, je demande pardon. Mais mes résolutions sont prises. Écoutez. Non, tais-toi, je n'écoute rien. Ta femme... Ma femme. Ah, la voilà, vous avez beau faire. La voilà, mon aimable Hyacinthe. C'est là qui, ma foi, est destinée. Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe et je ne veux point d'autre femme. Eh bien, c'est elle qu'on te donne. Quel diable d'étourdi qui suit toujours sa pointe. Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé et nous nous voyons hors de peine. Allons chez moi, nous serions mieux qu'ici pour nous accommoder. Ah, mon père, je vous demande par grâce que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez. Un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une fille qui est tant aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez 1000 sottises de moi-même? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Et je ne vous connaissais que de réputation. Comment que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel et je réponds de sa vertu. Parfait! Ne voulait-on pas que je mariasse mon fils avec elle? Une étrangère qui fait le métier de coureuse. Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille. Que ce sont eux qui lui ont dérobé à l'âge de 4 ans. Et tenez, voici un bracelet qu'ils m'ont donné et qui nous aidera à trouver ses parents. Hélas, à voir ce bracelet, c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille? Oui, ce l'est. Mais j'y peux voir tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Ciel, une aventure extraordinaire. Ah, messieurs! Quoi? Il vient d'arriver un accident étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre Scarpet. C'est un coquin que je veux pendre! Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre, qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Le voilà. Ah, messieurs, ah, vous me voyez, ah, dans un bien étrange état. Ah, je n'ai pas voulu mourir sans demander pardon à toutes les personnes que j'ai pu avoir offensées. Qu'avant de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de pardonner tout ce que j'ai pu vous avoir fait, et principalement le Seigneur Argante, et le Seigneur Géronte. Pour moi, va, je te pardonne. Meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton. Oh, ne parle pas davantage. Je te pardonne aussi. Ah, les malheureux coups de bâton. Tais-toi! Je t'ai dit que je te pardonne. Ah. J'ai en mourant une douleur inconcevable des coups de bâton. Mais tais-toi! Ne parle plus.
Hélas, mais quelle bonté! Mais est-ce de bon cœur que vous me pardonnez les coups de bâton? Ah oui, tais-toi, je te pardonne. Je me sens tout soulagé. Mais je te pardonne. À la charge que tu mourras. Comment? Oui, je me dédie de ma parole si tu réchappes. Ah, mes faiblesses qui me reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Je te pardonne. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, on me porte au bout de la table en attendant que je meure. Zabiette était joué par Raphaël Gavard. Léonte, joué par Nathan Dreves. Mérine, joué par Florian Gorier. Argante, par Mathieu Stopskov. Léandre par Samuel Delbar. Sylvestre par Quentin Ducasse. Octave par Luc Martin. Et Vincent par Roxane Tessal. Scapin par Michael Vio.